C'est le 11 octobre 2005 que la vie d'Éric Boisserand va totalement basculer. Ce 11 octobre 2005, Éric va rentrer un peu plus tôt du travail à 17 h chez lui, là où vit Marine, sa fille. C'est à ce moment-là qu'il va découvrir Marine gisant à côté du canapé dans une mare de sang. Qui était Marine Boisserand? Marine avait 20 ans à ce moment-là. Elle vivait chez ses parents et elle était l'aînée de 3 enfants. Elle était en BTS compta, sociable mais assez discrète, enfin... C'était pas quelqu'un à problème. Marine va être tuée de 20 coups de couteau. Pour quelle raison, on l'ignore encore. La scène de crime était plutôt propre entre guillemets. Rien n'avait été dérangé, pas de traces de vol, pas de traces de... Enfin, personne n'avait fouillé, du moins comme si c'était un cambriolage quoi. Les seules choses qui ont été volées, ça a été le téléphone de Marine et le fixe de la maison, le téléphone fixe de la maison. À première vue comme ça, il n'y avait pas de traces de lutte et pas d'agression sexuelle. Donc pour le moment, on ne sait vraiment pas pourquoi Marine a été tuée. De ce que j'ai pu lire, c'est que la scène de crime, elle aurait été abîmée par les gendarmes d'Ans, de la commune toute proche. On n'a retrouvé aucun ADN, aucune empreinte, rien qui prouve que... Enfin, du moins rien qui prouve l'identité du tueur. Le seul indice trouvé, et encore, ça reste très vaste, c'est l'empreinte d'une chaussure de basket Nike en taille 43, vous savez, avec... Enfin, il avait marché dans le sang, quoi. Mais c'est tout. Le jour du 11 octobre 2005... Marine a fait sa journée basique, tranquille. Elle est allée au lycée le matin. Le midi, elle a mangé avec ses amis, enfin... totalement classique. Et elle est rentrée plus tôt parce que son prof était absent, donc elle est rentrée en voiture, elle était bien chez elle. À 14 h 30, on sait qu'elle a bossé sur son ordinateur parce que bah du coup les gendarmes ont pu remonter, vous savez, sur l'activité de l'ordinateur ou quelque chose comme ça, je sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là. À 16 h 11, elle a appelé son amie Aurore, chez qui elle devait aller le soir, pour une soirée pyjama, une soirée entre copines quoi. À 16 h 36, elle a appelé un garagiste, sauf que le garagiste au bout du fil, il n'entendait rien du tout, enfin du moins personne ne parlait. Il a entendu des bruits, des cris, les voix d'un homme qui donnait des ordres à quelqu'un d'autre, mais il n'entendait pas bien à qui. À 16 h 43, Aurore, elle rappelle Marine, mais Marine ne répondra pas. Et c'est à 17 h que Éric va découvrir sa fille décédée dans le salon. Jusque-là, on n'a toujours aucune piste. Les enquêteurs, ils vont tourner autour de la famille, les amis, tout ça, enfin, tous les proches de Marine. Sauf que rien ne ressort pour le moment. Ils vont même s'intéresser à un centre de réinsertion tout proche de la maison de Marine, et plus particulièrement à la chambre d'un certain Emmanuel, où ils vont trouver un pantalon taché de sang, des habits de femme et une mallette de médecin. Parce que oui, Éric était médecin à domicile, il me semble, donc vous savez, il avait les mallettes de médecin classiques là. L'homme est un repris de justice avec des problèmes d'alcool. Il va tenir un discours un peu bizarre. Il va dire qu'il aime les couteaux et les grandes blondes. Marine était blonde et elle a été poignardée. Mais on va se rendre compte qu'en fait, le pantalon taché de sang, c'est pas le sang de Marine, que la mallette n'est pas celle d'Éric, et que les habits de femme non plus n'appartiennent pas à Marine. Donc là, du coup, l'enquête, elle repart à zéro. Là, ils vont se tourner vers un autre proche de Marine, parce que de ce qu'ils pensent, du moins, c'est que Marine aurait ouvert la baie vitrée à quelqu'un pour que la personne puisse rentrer. Donc c'est que c'est forcément quelqu'un qu'elle connaissait, entre guillemets. Sauf que, bah, toujours rien. Éric, lui, son père, il croit à la piste d'un proche, mais on n'a aucune preuve. Le dossier qu'il y a s'arrêtait là. C'est pas possible. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des choses qui sont en suspens. Il faut absolument que toutes ces choses soient expertisées. De toute façon, j'ai bien dit à monsieur Nadeau que je lâcherai jamais. Jamais je lâcherai. Il y a 2 ados qui auraient vu quelqu'un courir, prendre la fuite avec une capuche, tout ça, sortir en gros pas loin de chez Marine, mais ça va pas être plus étudié que ça. Du coup maintenant les regards ils vont se tourner donc vers l'ex de Marine, Ludovic. Marine, elle l'aurait quitté peu de temps avant sa mort, donc crime passionnel, tout ça, ils essayent de trouver une piste. Sauf que Ludovic à ce moment-là il a quitté la France pour faire un tour du monde. Et c'est en 2011, donc 6 ans après la mort de Marine, qu'il va rentrer en France et que là il va pouvoir être interpellé, interrogé, tout ça, sans conclusion à la fin. Ludovic, il va rien avouer du tout, donc on n'a aucune preuve contre lui. Et il va être relâché en 2012. Sa mise en examen, elle va être annulée et en 2014, il va passer sous témoin assisté dans l'affaire du meurtre de Marine.
Donc, encore une fois, l'enquête, elle repart à zéro. Les années, elles vont passer, mais la famille, elle va rien lâcher pour essayer de trouver qui a pu assassiner Marine. En 2020, il y a un article qui va paraître dans le Progrès et qui va faire un déclic chez une femme, c'était une ancienne professeure. Le jour du crime, elle aurait aperçu un certain Stéphane Moitaret, un criminel qui aurait pris 30 ans de prison pour le meurtre du petit Valentin Crémeau en 2008, donc 3 ans après le meurtre de Marine. Et du coup, dans tout ça, il y a 2 autres témoignages qui viennent corroborer le sien. Et en plus, Stéphane était dans la région au moment du crime. Et ce qui colle aussi, c'est qu'il aurait tué le petit Valentin de 45 coups de couteau, donc le même mode opératoire. Aujourd'hui, c'est la seule piste la plus sérieuse qu'on puisse avoir pour l'affaire de Marine. Mais il n'y a aucune preuve qui montre que c'est vraiment lui, pas d'ADN, pas d'empreinte, donc c'est vraiment compliqué de le rendre coupable. Voilà, donc je voulais vous parler de cette affaire parce que je pense qu'il faut continuer à en parler pour qu'on puisse essayer de découvrir des autres témoignages, quelque chose qui pourrait prouver ou montrer le tueur. Si vous connaissiez cette affaire, n'hésitez pas à me le dire. J'ai été pas mal absente ces temps-ci parce que je fais beaucoup de trucs à côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner en espérant qu'un jour on ait le fin mot de cette histoire. On pense très fort à la famille et on se retrouve pour une prochaine vidéo.